Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Labo du Web, je fais simplement le mot d'introduction. Le Labo du Web est une association du coup qui réunit des professionnels autour de l'information, notamment particulièrement autour du web et des technologies Internet de manière générale. On organise du coup des événements, alors habituellement plutôt des événements physiques avec cocktails, champagne et tout ce qui s'ensuit. Après les événements, bon pour l'instant on le fera à distance et on vous laisse faire ça de votre côté. Mais notre raison de vivre est d'organiser des événements pour faire connaître des choses, faire connaître des sujets, parfois plus ou moins techniques, et on essaye de s'attacher à faire ça une fois par mois à peu près. Donc vous avez dû voir passer notre calendrier d'événements sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi le retrouver sur notre site internet. On a un événement prévu par mois. Et donc pour expliquer le fonctionnement à ceux qui ne connaissent pas du tout le Labo du Web, il y a en fait un conseil d'administration qui est constitué de référents. Les référents représentent chacun un métier. On a comptabilité, juridique, assurance, logistique, infrastructure, développement, web marketing. Enfin, représenter tous les aspects du web, tous les aspects des métiers qui peuvent être concernés par le web. Et ces référents doivent, s'attachent à travailler des sujets et répondre à des sujets qui peuvent vous intéresser. On a également des délégués. Et les délégués, leur rôle, eux, c'est non pas par métier, mais par typologie de sujets qui peuvent vous intéresser. Donc, Gwen, qui est dans le public actuellement là, et qui répondra à certaines questions, est notre référent pour le e-commerce. Donc, il est en charge notamment d'animer et de répondre aux questions des membres de l'association et qui sont plus particulièrement des e-commerçants. Ce qui n'empêche pas de discuter de tout, bien sûr, mais on renvoie tous les commerçants vers lui, sachant qu'il est consultant e-commerce, donc ça tombe plutôt bien. Et dernièrement, Samuel Dumas, du coup, qui va intervenir aujourd'hui, nous a rejoint. Et Samuel est donc notre délégué acculturation. C'est le mot qu'on a mis autour du sujet. En fait, on a e-commerce, on a chargé de communication, on a développement web et startup, et puis on a le reste, toutes les personnes qui sont intéressées, qui ne sont pas forcément dans ces trois catégories-là, et vous êtes nombreux parmi les participants qui peuvent se mettre dans cette catégorie-là, mais qui ont un intérêt pour ces sujets-là. Et c'est le cas du sujet d'aujourd'hui, qui est d'une manière générale lié indirectement ou plutôt directement à nos sujets habituels. Et du coup, Samuel, pour sa première intervention en tant que délégué, va aborder ce sujet qu'il nous a préparé et qui nous fait le plaisir d'animer pour cette première session de 2021. Donc, je vais proposer à Samuel, du coup, tu peux valider ta venue sur scène. Je te renvoie le tac, impeccable. Et puis, je vais te laisser... salut Samuel. Et puis, je vais te laisser prendre la suite avec plaisir. Et donc, je te laisse le public entre tes mains. C'est tout bon pour toi? Parfait. Merci Marvin. Bonjour à tous. Impeccable. Eh bien, bonjour à tous. Je suis vraiment ravi d'inaugurer cette nouvelle saison 2021 du Labo du Web. Et puis, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, donc la transformation digitale. Ça fait maintenant plus de 2 ans que je m'y consacre en tant que consultant indépendant, coach, qui accompagne les entreprises dans ce domaine-là. Et on peut commencer tout de suite le vif du sujet. Donc, on voit, et je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que la digitalisation est accélérée par le Covid. Il y avait même des projections, des études qui commencent à sortir, de se dire des sujets qui étaient prévus plutôt aux alentours de 2027. Par exemple, pour la digitalisation des commerces, pour le flux, la différence entre les gens qui vont aller sur le site e-commerce par rapport au magasin. Voilà, on s'attendait à des ratios 70-30 autour de 2027. C'est aujourd'hui. On a une accélération massive de ces tendances qui étaient prévues pour les années à venir et même des sujets en entreprise. J'accompagne une grande mutuelle dans leur dématérialisation. C'est des sujets qu'ils avaient prévus d'ici 2-3 ans. Elles se sont dit, non, on est tous en télétravail, il faut que ce soit dématérialisé. On n'a pas le choix. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ce monde, en fait, on va suivre l'évolution de la matière première. Et la matière première, pendant des millénaires, et encore aujourd'hui, cette matière première, c'était la terre. Et en exploitant la terre, donc l'âge agraire, on va avoir les propriétaires terriens, les grandes fortunes, et puis des gens qui travaillent en exploitant cette terre. L'âge industriel, donc on va dire courant du 19e siècle, 20e siècle, c'est l'âge industriel avec la matière première qui est le fer et le pétrole. Et ça crée bien sûr l'industrie automobile, tout le monde industriel. Et aujourd'hui, on est dans l'âge de l'information. Ces âges continuent, on va dire continuent à exploiter les champs et la terre, et puis bien sûr à construire des voitures, l'industrie, mais ça vient se superposer avec une nouvelle matière première qui est la donnée. Et on raisonne la data, donc cette fameuse donnée, comme une nouvelle matière première qui vient s'additionner aux autres.
Et cette data, c'est aujourd'hui les richesses des multimilliardaires d'aujourd'hui, qui ne sont plus les propriétaires terriens ni les industriels, mais bien sûr ceux qui travaillent, qui exploitent cette donnée, comme le pétrole. Donc vraiment, il faut le penser comme une matière première, qui sont les GAFA, Zuckerberg, Amazon, etc. Et puis le monde se complexifie. Alors là, je vais vous demander aussi d'aller à vos claviers pour participer sur ce chat à cette fameuse, ce qu'on appelle le mainstream. Mainstream, c'est-à-dire à quel moment une technologie va devenir grand public, mais très grand public. Et on atteint le seuil, on va dire, mondial de connaissance d'une application, d'un service, à 50 millions. Okay. À combien de temps, à votre avis, le téléphone a-t-il pris pour atteindre ces fameux 50 millions d'utilisateurs? Donc, nous sommes ici à, vous allez voir, 75 ans. Et oui, le téléphone a mis 75 ans parce qu'au début, celui qui a inventé le téléphone, donc Graham Bell, il s'est dit, mais à qui je vais appeler? À part appeler son copain, ils étaient deux, quoi, on va dire. Donc après, il faut construire des lignes de téléphone, faire des infrastructures, du réseau, et puis surtout avoir un effet, ce qu'on appelle l'effet Metcalfe, qui c'est se dire l'effet de réseau. Si j'ai personne à appeler, il n'y a pas d'intérêt que je m'équipe. Donc il faut un peu un système d'entraînement, d'infrastructures réseau complexes, physiques, et puis en même temps que des gens soient équipés. Donc on a vécu plutôt une accélération de ces déploiements du téléphone. Internet, à votre avis, combien de temps a-t-il mis pour atteindre ces fameux 50 millions d'utilisateurs? Eh bien, Internet, c'est 7 ans. Et oui, Internet repose sur la technologie du téléphone. Il fallait cette infrastructure du téléphone pour que ça puisse exister, que ça puisse prendre son essor. Et ça allait beaucoup plus vite parce qu'il n'y a pas à refaire des tranchées ou remettre des poteaux téléphoniques. Il y avait déjà de l'existant. On se sert de ce qui existe pour développer cette nouvelle technologie qui était Internet. Et Facebook, on arrive sur du service à ce moment-là. En combien de temps, à votre avis, Facebook a-t-il mis pour atteindre ces fameux 50 millions d'utilisateurs? Il y a une petite aide déjà dans le schéma que vous avez sous les yeux, mais c'est 3 ans et demi. Et vous voyez que Internet repose sur le téléphone et Facebook repose sur Internet. Donc on a des couches successives qui viennent s'additionner, se complexifier, on peut dire. Et le record absolu aujourd'hui de tous les temps, c'est Pokémon Go. Et oui, Pokémon Go qui atteint les 50 millions d'utilisateurs en seulement 19 jours. Et qui repose bien sûr sur sa viralisation faite par les réseaux sociaux. Donc, on voit bien ce côté d'empilement, de complexification du système. Et puis, avec le confinement et l'usage des réseaux sociaux, 61% de nouvelles utilisations pendant le confinement, avec 11% de nouveaux utilisateurs, notamment la cible plutôt senior qui était éloignée de ces plateformes du WhatsApp. Moi, je vois ma belle-mère, par exemple, elle s'est équipée, elle a compris, contraint et forcé, si on voulait continuer à avoir du lien et des vidéos avec ses petits-enfants. Donc, on s'est formé aussi à ces nouvelles technologies-là. Et Amazon, bien sûr, le grand gagnant de cette période Covid, générait le 23 avril 11 000 $ par seconde et il génère aujourd'hui, on peut dire, à peu près un quart du e-commerce mondial. Ça qui fait à peu près une hausse cette année de 40%. 40% de son chiffre d'affaires. Alors que c'était déjà une énorme entreprise, 40% d'une petite start-up. Bon, c'est une grosse croissance, mais d'un petit budget. Là, c'était déjà Amazon. Et 40% de quelque chose de gigantesque, ça fait gigantesque. Et aujourd'hui, Jeff Bezos est l'homme le plus riche du monde. Il se tire un peu la compétition avec Elon Musk, mais on voit bien ces fortunes qui viennent des gens qui exploitent la donnée. Et puis, le boom du télétravail a entraîné, bien sûr, l'explosion des plateformes, on voit sur Livestream là, qui aussi, je pense, fait beaucoup d'argent grâce, entre guillemets, au confinement, au Covid. Mais Zoom, bien sûr, Teams, Hangout ont été ces plateformes qui permettent le télétravail et d'échanger ensemble. On peut faire un petit focus sur Zoom, si vous voulez. Ça, c'est une slide qui m'a beaucoup surpris. On va s'arrêter 2 minutes dessus. C'est que Zoom, donc la plateforme de visioconférence Zoom, vaut autant que les 15 plus grandes compagnies aériennes du monde réunies. Ouais, en capitalisation boursière, on est à 151 milliards, compte 151 milliards pour les 15 plus grosses compagnies aériennes réunies. Le trafic aérien, là, c'est effondré, et les gens se sont déplacés sur Zoom. Et ça pose des grosses questions sur le business des entreprises. Moi, quand je travaillais pour Colgate, j'allais régulièrement à Genève, à Bâle, plutôt, où était le siège de Colgate, et on faisait de l'avion pour des réunions qui duraient 1 heure. Ça n'a plus de sens aujourd'hui, ça sera même, je pense, plus acceptable par les services financiers de payer ces billets d'avion pour des réunions d'1 heure.
Zoom devient ce grand gagnant-là. Donc on voit une mutation, une évolution des habitudes et des champions qui émergent, qui étaient déjà là avant, qui avaient des technologies qui convenaient bien aux usages, mais qui ont été démultipliées, décuplées grâce à la cause du Covid. Et puis là où je voulais arriver aujourd'hui, c'était tout le thème de cette conférence, c'est cette fameuse spirale dynamique. En fait, vous avez déjà vu dans les exemples que je vous ai donnés précédemment qu'on a des choses qui viennent s'empiler, qui viennent se compléter, se complexifier. Et en fait, on a un professeur d'université qui s'appelle Claire Graves, qui dans les années 60 a dit, au cours du développement d'un individu, d'une organisation ou même d'une société, il y a des modèles du monde nouveau qui apparaissent, un peu comme ces couches, on a vu, et qui viennent se rajouter aux anciens. Et lui voit ça plutôt dans un modèle en spirale évolutive sans fin. Et donc, je vous parlais de mon livre que j'avais écrit sur la transformation digitale. En fait, je suis tombé, j'ai été aspiré par cette spirale, par cette vision du monde. Donc, c'est une des théories évolutionnistes. On a Darwin, on a Maslow. Voilà, on peut dire, on a aussi Clark Graves qui nous présente ce modèle en forme de spirale. Et c'est ce que je vous propose de parcourir maintenant. Alors ça, c'est le tableau classique, vous allez voir, de la spirale avec différents niveaux. On part d'en bas et puis après, on évolue. Donc on part d'un niveau physiologique, un petit peu comme ce que nous disait Maslow sur les besoins primaires. Et puis une fois que ça, c'est résolu, on peut évoluer comme ça sur les niveaux suivants. Donc ça ressemble un petit peu à Maslow. Vous connaissez la pyramide, ils étaient même copains, hein, Maslow et Graves, ils se connaissaient bien. Sauf que pour Graves, c'est un modèle ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin, contrairement à Maslow où on avait atteint le sommet de sa vie. Donc ça, on va le détailler maintenant. Donc ce modèle en spirale, voilà, c'est plutôt cette représentation-là qu'on a aujourd'hui. Il a été popularisé par un de ses élèves qui s'appelle Cohen et qui a accompagné notamment, on va dire, les faits les plus connus de cette spirale, c'est que Cohen a été consultant, on pourrait dire, de Nelson Mandela pour aider l'Afrique du Sud à sortir de l'apartheid. Et pour ça, l'outil qui a été utilisé, c'était la spirale dynamique. Donc, en fait, comment ça fonctionne ? Claire Graves, pour moi, c'est un grand hacker. En fait, il a hacké la nature, tout simplement. C'est-à-dire qu'il a vu le mouvement de balancier entre l'individu, c'est-à-dire le côté « je pense à moi », et ensuite le côté « je pense aux autres ». Et ce mouvement de balancier, on va voir, c'est comme ça qu'on va évoluer. Donc, côté à gauche, plutôt l'expression de soi, et à droite, le déni de soi, donc plutôt une vision du collectif. Cette alternance, c'est le jour, la nuit, c'est les saisons, c'est les marées. C'est ce qu'on retrouve finalement dans la nature. Et même dans l'évolution du monde, ça marche aussi de la même façon. On commence sur du niveau extrêmement de survie, on va dire ce qui s'est passé pour l'homme préhistorique, il était dans ce niveau survie, puis après les sociétés se sont adaptées et puis ont évolué en engrangeant, en emmagasinant, même dans notre ADN, ça fonctionnait comme ça, c'est encore codé sur des besoins primaires qu'on peut avoir des restes dans notre cerveau. Et on complexifie par-dessus au fur et à mesure de l'évolution. Et ce modèle-là, il est extrêmement intéressant pour étudier les comportements humains, les développements d'une entreprise, d'une société. Donc, vous voyez, les notions de politique aussi, elles peuvent s'appuyer dessus. Et ce que j'invite à faire, c'est de regarder aussi votre entreprise. À quel niveau elle se situe dans son stade de développement. Donc, on commence par le niveau du début, le niveau beige, donc c'était coloré comme ça, où on est sur une expression de soi, et le niveau beige, comme vous avez dit, c'est le stade de la survie. C'est-à-dire qu'on n'a aucune conscience du collectif, on est vraiment dans un moment où on cherche à vivre, et mon seul objectif, c'est tenir jusqu'à demain. Là, ce moment-là de survie, on l'a vécu, donc, je vous ai dit, chez les hommes préhistoriques, on le retrouve aussi chez les bébés, qui sont dans ce mode survie, qui n'ont pas de conscience du collectif, ils sont centrés sur eux et sur leurs besoins primaires. Et un peu ma découverte, on va dire, au fur et à mesure de mes recherches, quand j'ai écrit mon mémoire et donc mon livre par la suite, c'est que cette théorie du développement s'applique aussi au développement du digital. Et le web, Internet, est né d'un besoin de survie, le besoin de survie, de sécurité, le web 0. En fait, c'est les chercheurs à l'époque qui voulaient faire un maillage pour la survie de l'information. C'est-à-dire que l'information devait pouvoir transiter d'un point à un point B, et si entre les deux, il y avait des routeurs, des serveurs qui tombaient en panne, l'information pouvait prendre un autre chemin. C'est ARPANET, ce modèle décentralisé qui a fait le web par la suite, modèle de toile d'araignée.
Il n'y a pas un chemin prédéfini. Bien sûr, ça a intéressé l'armée dans un deuxième temps, mais ce modèle-là a été extrêmement important pour la survie de l'information d'un centre de recherche à un autre. Une fois qu'on a eu ce modèle de survie de l'information, eh bien, on vient la création d'Internet, vraiment le déploiement d'Internet, ce qu'on appelle le Web 1.0. Et là, vous voyez, on a basculé, on est passé de l'expression de soi, d'individu, de la survie, vers du collectif. Et là, on a créé Internet avec Tim Berners-Lee, le chercheur au centre, qui invente le lien hypertexte, qui permet de naviguer d'un lien à l'autre, où on va se partager, ce côté collectif, se partager les connaissances. Et c'est l'essor de l'Internet domestique. On a l'impression de faire partie de ces pionniers. Vous voyez, ce côté tribal qu'on retrouve vraiment sur ce niveau violet, où on appartient aux premières personnes qui vont mettre le pied sur Internet avec ce fameux modem qui va crachouiller. Un bon exemple aussi, c'est Club Internet. On va venir faire partie d'un club. C'est ces exemples-là, on est vraiment ce côté tribu, on est ensemble et on va explorer un nouveau monde qui s'offre à nous. Donc ce côté tribal, on va dire, si on reprend sur l'histoire, c'est ce qu'on retrouve sur les Incas, sur les Mayas, où on a quelqu'un qui sait, on a des sachants, un peu comme des gourous, et puis des gens qui sont asservis et qui vont écouter ce que va nous dire ce grand Manitou. Donc là, c'est les AOL, c'est les leaders de l'époque, qu'on peut voir comme Tim Berners-Lee par exemple. Et donc, c'est l'âge de la diffusion. Là, on va créer des contenus, des sites Internet. Il y a des sachants, des gens qui savent faire des sites Internet, le fameux webmaster à l'époque. Donc 250 000 sites en 1996 pour 45 millions d'utilisateurs. Vous voyez ce côté, les sachants et puis les gens qui vont consommer le savoir. Donc le web ici connecte les informations. Et c'est l'essor des moteurs de recherche, des bases de données, du site portail, l'heure de gloire de Yahoo, de MSN, toutes ces pages d'accueil où on avait du savoir à disposition. Et puis on vient se connecter à ces pages d'information. Et puis une fois qu'on a ce modèle où on a commencé à avoir une certaine base de communauté, on va dire, qui s'est mis en place, eh bien, certaines personnes se disent « Ah, il y a du moyen de se faire de l'argent avec ça. Il y a du moyen de se faire de l'argent légal et illégal, on va dire. » Donc, on va créer des financements. Là, l'époque des startups, ceux qui ont vécu connaissent ça très bien. Il y avait de l'argent à foison. À la fin des années 90, des montages financiers étaient extrêmement faciles à avoir quand on avait des projets web. Par exemple, j'aiperdumonchien.com qui lève beaucoup d'argent. Des financiarisations qui sont même supérieures aux attentes des entrepreneurs qui disent « Je veux 100 000 ». Et on dit « Non, t'inquiète, prends 1 million ». C'était des mondes qui ont créé une bulle, on va le voir. Et puis aussi, c'est l'essor des hackers. Tout de suite, on a compris qu'il y avait une communauté qui se mettait en place, des réseaux qui étaient là, les gens pouvaient payer par carte bleue. On s'est dit, tiens, c'est le moyen d'aller piquer leurs informations. Donc là, le côté égocentrique, hédoniste, on va dire, c'est de profiter des autres. Et puis, on est en train de créer ce que Deloitte explique, le risque cyber. C'est-à-dire qu'on a une capacité organisationnelle qui est plutôt linéaire, on va dire, on va chercher à s'adapter dans le temps, dans son évolution, on va peut-être mettre un antivirus, et puis pas toujours bien regarder si on a le cadenas quand on fait des transactions. Et en même temps, les nouvelles technologies qui arrivent avec des nouveaux logiciels aussi qui sont là, des spyware, etc., qui permettent de créer entre les deux l'écart cyber. Et c'est dans cet écart-là que viennent s'engouffrer toutes les cyberattaques. On a vu encore récemment des attaques sur des hôpitaux. Les pirates informatiques arrivent à se loger avec les systèmes de rançon. Et puis, je vous parlais de la bulle. Vous voyez ici, cette bulle, dans les années 2000, on a le pic vraiment de cette financiarisation à outrance. Dans mon livre, je parle de Vivendi, Jean-Marie Messier, qui perdait beaucoup d'argent, mais c'est pas grave parce que l'action montait, le cours de l'action montait. Donc, on pouvait se permettre de faire plein de choses qui étaient peut-être aujourd'hui, avec un autre regard, pas complètement normal, du point de vue de gestion d'entreprise. Et 2000, c'est l'éclatement de la bulle Internet. On s'est rendu compte qu'à un moment, on s'est dit, oui, mais il faut que ça génère de l'argent, quoi. C'est pas juste le cours de bourse qui fait tout. Et là, on a gommé tous les gains qui avaient été faits précédemment. Et ça a mis beaucoup de gens sur le carreau. Il y a eu beaucoup de licenciements, de chômage, de fin d'entreprise, tout simplement. Mais on peut voir ça comme un nouveau volcan. C'est-à-dire qu'il y a eu une explosion de cette bulle, comme un volcan qui explose. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est sur les pentes d'un volcan, c'est là où les lieux sur Terre sont les plus fertiles. C'est après une éruption volcanique. Sur le dépôt des cendres, ça va fertiliser une terre. Et cette explosion d'un secteur, ça rappelle aussi ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle, avec la bulle spéculative qui a eu lieu aux États-Unis sur le chemin de fer. Beaucoup d'argent, explosion de la bulle, mais à un moment donné,
Les trains existaient toujours, les rails existaient toujours, les cheminots étaient toujours formés aussi. Donc, il fallait réadapter un système. Et c'est ce qui s'est passé en 2000, après cette explosion, on va dire cette évolution, ce chaos ou cette domination à outrance contre le groupe, plutôt centré sur l'individu et gagner de l'argent, légal ou illégal, on a vu. On avait quand même les serveurs, on avait les infrastructures, on avait Internet qui était là, on avait l'équipement des foyers qui était là. Donc, on rebâtit, et cette fois de façon beaucoup plus légale. Et c'est le niveau bleu qui arrive. Ce niveau bleu qui, après la Révolution française, on va dire cette période de chaos, il y a l'Empire qui arrive et qui va mettre le code pénal, qui va chercher à réglementer les comportements en société. On va créer les débuts de la démocratie aussi. C'est exactement ce qui se passe ici. Après cette évolution à outrance du niveau rouge, le niveau bleu vient apporter la norme, ce qu'on appelle la vérité ultime. On va mettre un cadre basé sur des réglementations, des normes et des protocoles. Donc, c'est ce qu'on vit, on l'a encore aujourd'hui, bien sûr. Enfin, toutes ces étapes, je dis, existent encore. C'est juste qu'on évolue. Donc, on a, par exemple, sur les forums de discussion, on dit qu'on n'a pas le droit d'écrire en majuscule. Voilà, ça veut dire « je crie ». C'est des normes, des comportements. Ça s'appelle une étiquette. RGPD, parce que des entreprises vont faire du commerce de vos données personnelles sans vous le dire, donc on peut dire une action plutôt rouge. Eh bien là, on va mettre du bleu, on va réglementer tout ça. Des SP2 sur la double authentification, KYC pour les banques, Know Your Customer, parce qu'avec les crypto-monnaies, on peut se cacher et on va anonymiser aussi ces comportements. Donc, on va réglementer tout ça, la CNIL, avec les textes sur les cookies, etc. Vous voyez, on baigne dedans, dans toute cette réglementation-là, pour qu'on puisse juste vivre ensemble. On a ce côté collectif, comme le code de la route va normaliser des usages pour qu'on puisse tous rouler à peu près en sécurité sur la route. Et puis l'État, la France, au niveau étatique, gouvernemental, rentre dans son rôle d'État, c'est-à-dire de gens qui vont faire de la réglementation, de vie ensemble, et l'État embarque cette transformation numérique en se positionnant clairement comme un acteur sur du bleu. L'ANSSI se crée aussi donc, pour réglementer les comportements rouges de cybercriminalité. L'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information est créée en 2009, justement pour aider les entreprises, un peu comme un pompier, qui va envoyer des gens pour aider les entreprises qui se font hacker ou qui ont des risques de cyberattaque, ou former aussi pour éviter que cela se produise. Mais si on fait un système trop bleu, trop normatif, on va brider l'innovation et on va empêcher l'essor commercial. On voit bien que si on a trop de choses qui nous empêchent de faire à chaque fois qu'on critique à la France, finalement, sur l'innovation, qui est bridée par toute cette réglementation, ces lois, on va pousser l'arrivée du orange, qui est celui du matérialisme et de l'individualisme, ou pour Internet, c'est la robotisation, l'obsolescence programmée ou le marketing digital. C'est-à-dire qu'on a emmagasiné les notions précédentes. On a compris qu'on doit faire des choses légales dans un cadre réglementaire, mais quand même qu'on doit faire d'innovation et on doit gagner de l'argent en utilisant ces technologies-là. Donc, vous voyez, les GAFA sont clairement là-dessus, du Google, Amazon, Facebook. Ça, les entreprises aujourd'hui qui valent plus de 1000 milliards de dollars. Ouais, c'est le Trillion Club, d'entreprises qui, ensemble, valent plus que 1000 milliards. Donc, vous voyez aussi les enjeux géopolitiques, la puissance qu'ils peuvent avoir aussi en termes de recherche et développement. Amazon, ils avaient 20 milliards en termes de R&D, le CNRS a 3 milliards. Ouais, le CNRS, on va dire l'organe de recherche de la France. On n'est plus du tout dans la même cour avec ces géants qui sont là avec des capitalisations parce qu'ils ont bien compris qu'ils évoluent dans un cadre légal, le bleu, et qu'ils doivent gagner de l'argent, le niveau orange. Petite question, ce qui s'est passé, donc c'était il y a 2019, il y avait le jour des célibataires, c'est l'équivalent du Black Friday en Chine sur Alibaba. En combien de temps ont-ils généré 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires? Eh bien, la bonne réponse, c'est 1 minute et 8 secondes. 1 minute et 8 secondes, 1 milliard de chiffre d'affaires sur Alibaba en 2019. Et en 2019, il n'y avait pas encore le Covid. Enfin, un petit peu chez eux, mais ce n'était pas la crise qu'on connaît aujourd'hui. 2020, nouveau jour des célibataires, le Black Friday. 600 000 commandes par seconde, 800 millions d'acheteurs, 74 milliards de volume d'affaires revendiqués. Vous voyez ? C'était déjà énorme de faire ce qu'ils ont fait en 2019. Eh bien, 2020, explosion encore plus de leur système, qui est Alibaba, c'est l'équivalent d'Amazon, on va dire, en Chine. 74 milliards de volume d'affaires revendiqués pendant cette période de leur Black Friday, jour des célibataires.
On a une mutation des achats qui étaient faits en physique, qui vont se retrouver en ligne. Et on le retrouve aussi aujourd'hui. Et on est bien sur du orange. On va chercher à proposer un service légal avec le but quand même qui est de gagner de l'argent. Le marché publicitaire, je vais passer vite là-dessus, mais la pub aussi est en train de muter. La pub qu'on faisait principalement en télé, à l'époque où moi j'étais en agence, la pub télé était reine. Et bien aujourd'hui, en termes d'investissement de budget média, c'est Internet qui passe premier. Et qui retrouve-t-on sur... Où est-ce que va l'argent de ces investissements publicitaires? Eh bien, 103 milliards Google, 67 Facebook et 14 milliards sur Amazon. Les investissements médias ont été déplacés de la télé. Enfin, il y en a encore en télé, hein, c'est pas ce que je dis, ça n'a pas disparu, mais viennent se rajouter en supplément sur Internet. Mais tout ça, c'est bien gentil, gagner de l'argent, ok, mais on est en train de créer des fossés, on est en train de créer des gens très riches et des gens très pauvres. On accentue les différences de la population au niveau mondial. Et cette photo-là que vous voyez, elle n'est pas du tout, c'est pas un montage, c'est une photo faite dans un bidonville de Sao Paulo. Et vous voyez à droite les piscines à tous les étages et de l'autre côté des bidonvilles. On a une fracture qui est en train de s'être créée avec ce monde, cette fracture numérique et cette fracture tout court qu'on est en train de créer, même pour la planète, l'écologie, etc. Et le digital va créer aussi beaucoup de déchets. On a les déchets donc informatiques, le remplacement des écrans cathodiques qui marchaient très bien par des écrans plats. Et là, on est en train de reproduire la même chose avec l'arrivée de la 5G. La 5G, où on a des téléphones 4G qui marchent très bien, mais il va falloir les jeter si on veut avoir la 5G, parce que nos téléphones 4G ne sont pas compatibles 5G. Il faut les remplacer par des nouveaux équipements. Donc, ça va faire aussi des milliards de déchets par la suite. Donc, ce monde clairement orange a ses limites, et on le voit bien avec toutes les notions qui arrivent sur les recherches pour aider la planète et empêcher la financiarisation et la pollution. On peut dire que ça peut être lié à outrance. Et Amazon, bien sûr, je dis clairement orange, rencontre le même problème. Ce qui s'est passé au Black Friday, c'est que les salariés d'Amazon qui travaillent dans les entrepôts ont monté le Block Friday, c'est-à-dire qu'on en a marre de travailler 24 heures sur 24, d'être corvéable à merci, d'être finalement des nouveaux esclaves, parce que chez Amazon, ils donnaient des bouteilles d'eau pour faire ses besoins et pas perdre de temps à aller aux toilettes. Il y a une exploitation aussi dans ce niveau orange qui est tourné sur les profits. Donc vient... je respire. Le niveau vert. Voilà, j'ai compris qu'on vit ensemble. Je dois bien sûr faire de l'argent, il n'y a pas de problème, j'ai emmagasiné en moi. Vous voyez, dans cette spirale, on emmène avec nous les couleurs précédentes. On emmène avec nous. Mais après, il y a une dominante. Et ma société, mon évolution, m'a appris que certains modèles n'étaient pas viables. Je les ai vécus, je les ai expérimentés, ça ne me convient pas. J'arrive dans de nouveaux modèles. Et ici, ce modèle vert, c'est le Web 2.0. Le Web 2.0, c'est une ouverture. On va reprendre la parole. Finalement, on est dans ce mode de co-conception. On va demander l'avis aux gens, on va partager nos idées. Vous voyez, ça ressemble un peu au niveau bleu. On a quand même des règles à respecter. Mais on a compris qu'il y a du business à faire aussi. Et on va faire du logiciel libre pour développer, par exemple, Linux, qui est un bel exemple de vert. On va faire du Wikipédia. Et puis, en même temps, on va gagner de l'argent via des fondations ou des services de consulting, par exemple. Dans l'entreprise, l'information qui était très par strate, par silo, elle change. Elle va être beaucoup plus circulaire. On va mettre des outils pour faciliter le travail collaboratif. Par exemple, le service marketing a besoin des informations du service commercial. Et puis, les clients vont pouvoir aussi co-construire des produits avec les entreprises. Voilà. Notre émergence d'un nouveau monde qui est beaucoup plus circulaire, beaucoup plus dans le modèle associatif, si vous voulez. Donc là, clairement, on revient à droite sur du modèle collectif. Les serveurs, les data centers embarquent aussi ça, parce qu'on sait que c'est très consommateur d'électricité, d'énergie, un data center, pour stocker les données. Eh bien, on va aller vers le green IT, on va utiliser le free cooling, par exemple, qui va être le refroidissement par l'air extérieur, pour consommer moins d'électricité. Mais ce qui fait foi dans ce niveau vert, c'est assez fou, c'est ce qui s'est passé en 2007 avec le lancement de l'iPhone. L'iPhone, une entreprise Apple, qui est clairement orange, qui est là pour faire du business, l'obsolescence programmée, on en a beaucoup parlé, mais il lance un produit qui permet justement l'indépendance et que chaque personne va pouvoir créer du contenu et le partager facilement n'importe où. C'est le Web 2.0, l'âge du partage, où le web va connecter les personnes entre elles.
Ça a déjà commencé avant, mais vraiment le symbole, c'est ce smartphone qui va nous permettre de créer du contenu, publier des photos, des textes, et puis des plateformes comme YouTube, Facebook qui sont là pour héberger tout ce que les gens, tout ce que la masse, on va dire, va pouvoir produire comme contenu. Il n'y a pas besoin d'être un webmaster, de connaître de la programmation pour participer à ce réseau collectif mondial où chacun n'est plus une individualité, mais fait partie d'un tout. Et on est en train de créer une forme d'intelligence collective avec ça. L'internaute devient un média, donc l'affaire DSK, c'est parti de Twitter. Vous avez souvenez cet avion qui avait atterri dans l'Hudson River. Pareil, cette photo qui a fait le tour du monde, c'était quelqu'un qui était sur le ferry, qui a pris la photo avec son iPhone et qui l'a partagée aussi sur Twitter. Donc n'importe qui devient un journaliste, n'importe qui peut révéler des scoops. Et puis, je dis, le smartphone arrive de plus en plus. Et depuis octobre 2016, eh bien, l'usage d'Internet est devenu majoritairement mobile. À 51%, et là ça croît encore. Vous pouvez regarder aussi vos stats de vos sites internet, c'est intéressant. Regardez vos Google Analytics et regardez les comportements des gens, sur quoi ils se connectent, avec quoi ils se connectent, quel support ils se connectent pour venir consulter votre site internet. Et vous avez peut-être des surprises. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de mobile first. Mobile first, c'est-à-dire de penser d'abord votre site, votre application pour mobile, parce que c'est la majorité des gens qui seront sur mobile. Donc, autant que ce soit eux qui aient la meilleure expérience, et puis la dégrader pour la version Internet, la version desktop, ordinateur physique, on va dire, stable. Mais ce verre, ça crée de la réunionnite. On va demander l'avis à tout le monde. C'est lent. On est bien d'accord, ce modèle associatif, ça peut être bien sympa, mais l'individualité là-dedans, elle ne s'y retrouve pas. Et puis finalement, quelqu'un qui a peut-être une bonne idée, si on va voter à la majorité, cette bonne idée, elle va être oubliée. Donc, on passe de la co-construction à la co-pétition. Et un bon exemple de ce niveau jaune, donc le Web 3.0 des plateformes, la disruption, on y arrive, c'est Apple et Samsung. Toujours, on retrouve Apple là-dedans. C'est que les écrans de smartphones sont fabriqués par Samsung. Et Samsung est un concurrent d'Apple. Ils vendent aussi des smartphones. Donc, on est dans de la co-pétition. On est dans un monde où on va avoir besoin de l'autre et en même temps être son concurrent. On a compris aussi qu'on doit respecter l'environnement et en même temps faire du business. Donc, on a amené avec nous le orange et le vert et on va travailler sur un modèle beaucoup plus agile. On va développer des plateformes. Et puis, je vous ai dit, le mobile first est là. Eh bien, Google va l'appliquer. Là, on va dans l'action. C'est-à-dire que, OK, moi, je veux proposer la meilleure expérience à mes clients. Les gens sont principalement sur mobile. Eh bien, moi, Google, qui donne des liens pour aller sur des sites, vu que les gens sont majoritairement sur mobile, eh bien, le site doit être responsive design. Il doit être mobile friendly. Si moi, j'envoie un lien vers un site qui n'est pas mobile friendly, les gens auront une mauvaise expérience. Et c'est un peu à cause de moi. C'est moi qui ai été le portier, on va dire, ou le routeur pour envoyer du trafic vers ce site. Donc, le Mobile First Index de chez Google va déclasser, déréférencer les sites qui ne sont pas mobile friendly. Ça a déjà commencé, c'est prévu au cours de cette année-là, que peut-être votre site était très bien référencé, mais s'il n'est pas responsive design, il va être déclassé pour favoriser les sites qui sont responsive design. Petit tips à noter, regardez votre site s'il est bien accessible sur mobile. J'espère que oui, sinon il risque d'être déclassé prochainement. Et puis l'impact, je vous ai dit, la méthode d'organisation, on va être plutôt sur des petits lots, plutôt que d'attendre d'avoir un produit parfait, finalement qui n'existe pas. On va travailler sur des petites itérations successives. Ça, c'est le modèle agile, Scrum, où on va prendre en compte les retours des utilisateurs et puis on va l'adapter au fur et à mesure du projet. Et je vous ai parlé de la disruption, l'ubérisation, on peut dire que c'est des synonymes. C'est un mélange de 3 leviers sur lesquels on est en train de s'appuyer pour créer le nouveau monde qui émerge aujourd'hui. C'est l'économie collaborative, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le service, c'est l'usage qui prime sur la propriété. Par exemple, le fondateur de Zilog qui s'est dit, à votre avis, combien de temps les gens se servent de leur perceuse par an? Vous pouvez mettre dans le chat, allez-y. En combien de temps vous utilisez votre perceuse par an? Hors période de déménagement ou d'emménagement. À votre avis? Eh bien, votre perceuse, en moyenne, c'est 2 minutes. 2 minutes par an. Donc, on se dit, pourquoi acheter une perceuse si c'est que pour 2 minutes? Est-ce que je ne pourrais pas emprunter celle du voisin? Encore faut-il savoir s'il en a une qui peut me prêter. Et puis, qui pourrait gagner un petit peu d'argent au passage.
Donc voilà, on est en train de développer cette économie collaborative où on va se prêter les choses. On voit bien sur les voitures, sur les LOA, le leasing, etc. On n'a plus la propriété de sa voiture, on en a juste le bénéfice, on utilise un usage. Blablacar se positionne là-dessus aussi. Je fais un trajet, tant qu'à faire, je vais avoir quelqu'un avec moi. Puis je gagnerai un petit peu d'argent au passage. L'innovation numérique, deuxième point extrêmement important, c'est l'usage de la technologie. Quand on est Uber, en soi, Uber n'est pas une société ils n'ont pas de taxi physiquement. Ils utilisent des gens, des indépendants qui vont être chauffeurs, qui ont, eux, leur voiture, mais eux, ils fournissent la technologie. Ils vont mettre en rapport, finalement, celui qui a la demande de déplacement et le chauffeur. Il va faire cette jointure-là. Et pour être extrêmement efficace, parce que leur signature, vous savez, c'est votre taxi en moins de 10 minutes, eh bien, il faut que les voitures circulent à certains endroits. Plutôt, hors période Covid encore, mais sortie des théâtres le samedi soir, parce qu'il y aura des demandes. Et puis plutôt le matin pour faire le trajet banlieue-Paris. Donc, vous voyez, il y a une intelligence aussi qui est basée sur la data. On y revient aussi. Amazon va faire des recommandations. Netflix va vous recommander aussi des séries pour vous éviter de vous désabonner. Ça, c'est un service qui a été estimé à 1 milliard de dollars de non-désabonnement par an pour Netflix, grâce à cet algorithme d'intelligence artificielle qui va vous proposer toujours des séries qui vont vous plaire. Et puis, ça repose aussi sur la gig economy, on pourrait dire l'économie à la tâche, où on va avoir des sous-traitants, des gens corvéables à merci, l'exploitation moderne, l'esclavage moderne de ces livreurs à vélo, de ces chauffeurs qui sont non pas salariés, mais qui vont être utilisés par ces plateformes-là pour fournir le service demandé. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que là, on est en train d'assister, en ce moment, là, je vous ai pris des captures d'écran toutes prêtes, vous voyez, ça date du 7 février 2020, et là, celui du 4 février 2021, deux philosophies qui s'affrontent. Deliveroo, qui sont condamnés par la France pour du travail dissimulé, donc là, on va dire c'est du rouge, c'est illégal, ou orange, parce qu'en fait, leur but, c'était de gagner de l'argent, tout simplement. Et puis de l'autre, Just Eat, eux, qui vont créer des CDI, pour leurs livreurs, 4500 livreurs recrutés en CDI, qui vont donner un vrai contrat de travail. Donc là, on a compris le bien-être de ces personnes-là. Et en même temps, c'est aussi peut-être un argument de dire la prochaine fois, j'utiliserai plutôt Just Eat que Deliveroo, parce que Just Eat, ils salarient leurs personnes. Donc, ils vont gagner de l'argent aussi à travers cet, entre guillemets, respect de leurs salariés. Ouais, ce monde, il est flou, cette frontière, elle est assez poreuse entre les deux. Il y a des volontés marketing, bien sûr, de gagner de l'argent pour Just Eat avec du Orange, et en même temps, ça les intéresse de salarier les personnes. Et après ce niveau jaune, le dernier niveau, parce que vous voyez, il y a Corail, mais personne ne sait ce que c'est encore aujourd'hui. C'est un modèle ouvert qui est prévu pour peut-être dans 100 ans, dans 1000 ans, on n'en sait rien. Mais le dernier niveau, c'est Turquoise. Et Turquoise, c'est ce qu'on appelle le tout connecté à tout. C'est la fin du film Lucie, vous savez, quand elle devient connectée à tout. Alors, on n'en est pas du tout encore. Les petits prémices qu'on peut avoir aujourd'hui du 4.0, c'est une approche holistique, intégrale, où on va commencer à interconnecter des choses entre elles. Donc, un gros data center, du big data, de l'IA, des blockchains, des crypto-monnaies. Voilà, on décentralise, on est sur un côté très collectif. Et en même temps, on va essayer d'interconnecter les choses. On voit par exemple l'essor de la fin de l'argent liquide. Aujourd'hui, en Chine, il y a certaines villes qui n'ont plus d'argent liquide. Plus du tout. Ça n'existe plus. C'est plus possible de payer en argent liquide. On paye par le QR code et on est connecté avec le système du vendeur de pommes. Là, et puis vous envoyez de l'argent via votre smartphone. Ça va faire le virement de compte à compte. Il n'y a plus d'argent. Et en fait, en faisant ça, ça crée un problème. C'est que les SDF n'avaient plus de petites monnaies. Personne n'avait d'argent à leur donner. Donc, ils se sont créés eux-mêmes des comptes avec des QR codes et on peut flasher le code pour faire des virements à ces personnes-là. Il y a une anecdote là-dessus qui est rigolote, c'est de se dire, en Chine, il y avait des gens qui se sont fait arrêter, des bandits qui venaient de la campagne et qui sont venus braquer une épicerie. Ils se sont fait arrêter par la police et ils auraient dit « Mais où est passé l'argent dans cette ville ?» Fin, disparition. On a interconnecté les gens ensemble. C'est plus sécurisant pour les vendeurs. Il n'y a plus de cash. Et en même temps, c'est un système de contrôle. Il n'y a plus de cash, il n'y a plus d'argent noir, il n'y a plus de marché parallèle. L'État peut contrôler les transactions beaucoup plus facilement. Mais nous, on le vit aussi avec ce paiement sans contact, où le plafond a été augmenté. Le coronavirus aussi aide à développer ces usages-là, où on est en train d'abandonner la petite monnaie vers une généralisation du payer sans contact. Et Libra aujourd'hui s'appelle Diem, qui est un projet de Facebook, à la base, mais c'est un consortium aussi, plusieurs centaines d'entreprises,
pour faire la monnaie digitale, la monnaie Facebook, on pourrait dire, au début, mais qui est peut-être d'autres usages par la suite, où on va pouvoir faire une monnaie mondiale, là on est clairement sur du turquoise, où on va pouvoir payer toutes ces transactions sur Facebook et d'autres sites avec cette monnaie-là, et faire des virements aussi avec des amis, des personnes à l'autre bout du monde, avec très très peu de frais. Ça, c'est la mort de Western Union, par exemple, qui prend jusqu'à 17-18% de frais quand on envoie de l'argent dans certains pays très pauvres d'Afrique. Eh bien là, ils attendent ça avec impatience, on va dire. Ou même quand il y a beaucoup d'inflation dans un pays, on peut avoir aussi des applications qui permettent d'être la nouvelle monnaie de certains pays. Donc la monnaie digitale, la finance décentralisée, c'est en train d'émerger, de pouvoir interconnecter, se passer des banques. Et puis la Chine qui comprend ce modèle-là, qui se le fait lui-même pour éviter de se faire disrupter elle-même, mais c'est un moyen de surveiller tout ce qui se passe sur son pays. Et le dernier point, c'est le tout autonome. On voit bien quand on interconnecte tout avec tout, on va robotiser, on va gagner de l'argent et en même temps, on va diminuer de l'emploi. Ce qui se passe, vous voyez à droite, dans une entreprise japonaise où 200 salariés ont été remplacés par 90 robots pour fabriquer des téléphones portables. FedEx, eux, c'est un mélange aussi de rouge parce que en fait, ils ont lancé un robot qui est un livreur robotisé pour aller livrer dans les rues de New York, mais ils n'ont pas demandé l'autorisation à la ville de New York. Ils ont lancé et puis ils ont fait comme ça leur test grandeur nature dans les villes. La voiture autonome, on en parle beaucoup aussi, qui va interconnecter les gens entre eux. On va pouvoir aussi gagner de l'argent avec notre voiture pendant qu'on ne s'en sert pas. Elle va faire le taxi autonome puis nous ramener de l'argent par la suite. Voilà, il y a plein d'usages qui vont arriver. Et le port autonome aussi en Chine, le plus grand port aujourd'hui est géré par l'intelligence artificielle. Les camions, n'ont plus de cabine de camion parce qu'il n'y a plus de chauffeur. Et le stockage aussi est beaucoup plus fluide parce que l'IA va calculer aussi automatiquement les départs, les arrivées des différents conteneurs. Puis là, je vous ai mis aussi l'avion sans pilote, le taxi qui est prévu pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, où on va avoir ici comme un avion taxi qui va transporter les équipes donc de leur lieu de résidence jusqu'au lieu des compétitions, sans chauffeur. Voilà, ça, c'est un partenariat entre Airbus et la RATP qui travaille à ces avions autonomes. C'est comme pseudo-hélicoptère, on va dire, c'est un décollage vertical. Et puis après, de transporter sans aucun chauffeur. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, quand on va avoir une innovation, là, ce que je vous invite en conclusion de ce séminaire, c'est de regarder les impacts, les résonances, on pourrait dire un peu comme des ondes, de votre innovation sur les strates précédentes. Le Bitcoin, par exemple. Le Bitcoin a été inventé au lendemain des scandales de Lehman Brothers, la crise des subprimes, c'est-à-dire un modèle centralisé qui s'effondre. On va créer un modèle décentralisé avec le Bitcoin. Ça peut partir d'une bonne intention, on va interconnecter le monde sans organe central. Mais c'est utilisé par les hackers. Les rançons sont payées en Bitcoin, intraçables. Les banques vont devoir s'adapter aussi et vont mettre en place le Know Your Customer parce qu'on a ce problème de savoir qui se cache derrière ces transactions-là. Et puis, le Bitcoin, c'est extrêmement fluctuant. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, d'autres qui en perdent beaucoup. Il y a une inflation phénoménale dessus, donc on ne sait pas trop quoi en penser. Et puis, au niveau vert, au niveau écologique, c'est une catastrophe parce que pour faire du Bitcoin, il faut des fermes de minage de Bitcoin, donc des gros data centers, des serveurs qui vont calculer ça pour valider les transactions. Et ça consomme autant d'électricité que toute l'Espagne. Toute l'Espagne juste pour miner du Bitcoin. Vous imaginez, c'est en termes de gaspillage, on pourrait dire énergétique, c'est phénoménal. Facebook, on fait la même chose. Facebook, clairement vert, Web 2.0, les gens vont pouvoir échanger, partager, plateforme de communication, de réseau social. Eh bien, ça a été utilisé et détourné à l'avantage de Donald Trump pour sa première campagne. Je vous invite à regarder le très bon documentaire The Great Hack sur Netflix, qui explique ça très bien. Et puis, les modérateurs, les gens qui ont travaillé à l'harmonisation, on va dire, de Facebook, qu'il n'y ait pas des choses trop choquantes qui circulent sur le réseau. Au départ, ils étaient 12 en 2009. Aujourd'hui, ils sont plus de 15 000. Et c'est le pire métier du monde. C'est des gens qui vont y passer le pire du pire toute la journée. Il y a beaucoup de dépression, de burn-out, voire même de suicide. Donc, ça a des impacts aussi pour des gens qui vont modérer ces contenus-là. Alors qu'en fait, nous, on ne le voit pas trop, toute cette face cachée, c'est-à-dire un peu immergée, comme si c'était un iceberg, de ce niveau clairement vert qui nous fait rêver. Donc, pour conclure, je vous invite à regarder cette spirale sur 3 niveaux. Le premier, c'est un outil de calibration. C'est-à-dire que vous allez pouvoir calibrer où est-ce que se trouve votre entreprise, votre service, ou même vous-même, dans ce cycle d'évolution. Moi, quand j'arrive dans une entreprise, et je suis assez frappé, je vois les portraits du grand-père qui a fondé l'entreprise, puis ça a été repris par le fils, aujourd'hui c'est le petit-fils.
qui a repris l'entreprise, on est sur cette tribu, voilà, on est clairement sur du vert, sur du violet. Et le violet, ça peut frotter sur les gens qui ont dit mais pourquoi ça serait à chaque fois les enfants qui reprennent la boîte? C'est pas très logique ça, donc ça va créer de la rébellion, ça va créer du rouge. Donc c'est intéressant de voir ce qui se passe au niveau des frontières supérieures et inférieures. Qu'est-ce qu'il y a en haut et en bas? Quel est le risque de frottement en fonction du niveau dans lequel vous êtes, au niveau de votre calibration? Le deuxième point, c'est la synchronisation. Quand on arrive sur une entreprise, où moi, on va me parler process, normes, ISO, etc. Ok, je calibre et je vais me synchroniser. Donc, on a dit, on a calibré, vous avez tous compris, là, c'était bleu. Donc, eux, ils sont très sur ce niveau bleu, la vérité ultime, les règles à respecter, etc. Et bien, moi, je vais adapter mon langage et je vais parler comme eux. C'est comme la même langue, une même grammaire, si on veut. On va se comprendre parce que je suis comme eux. Et puis, le troisième point, c'est la prospective. C'est-à-dire, ok, maintenant que vous avez calibré où vous êtes, qu'est-ce qui nous attend après? C'est quoi l'étape d'après? Et surtout, comment ne pas griller les étapes? Si moi je suis entreprise, j'ai respecté des normes, j'ai fait des certifications, etc. Et puis demain on dit, ah oui, ça serait bien qu'on passe aux méthodes agiles. Ok, je vois ça comme un objectif. Mais il y a peut-être du orange et du vert à visiter entre-temps et à se l'approprier pour ne pas griller les étapes et ne pas construire sur du sable, qui fait que si on n'a pas bien solidifié ces strates précédentes, votre structure peut s'effondrer, tout simplement parce que ce n'était pas solidifié, vous êtes allé trop vite sur ces étapes-là. Donc ça, c'est tout mon travail d'accompagnement. Je vous livre un peu les secrets du magicien, sur quel outil on se base aussi quand on arrive dans du coaching d'organisation pour calibrer, synchroniser et travailler sur la prospective, sur l'étape d'après. Ouais, je vous remercie pour votre attention. C'était un plaisir de vous présenter un peu tout ce travail de recherche. Si vous voulez aller plus loin et suivre nos formations, vous pouvez aller sur acadie.fr ou si vous souhaitez des missions d'accompagnement, de consulting, c'est sur transformationdigitale.coach.